Sécure, épisode spécial NorthSec. Je suis avec Martin. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Très bien aussi. Ça fait un bout qu'on a enregistré. Je pense que même la dernière fois, c'était au Cyberchill, mais Cyberchill, ouais. de façon individuelle, je pense que c'était au NorthSec. Je pense que l'année passée ou l'autre. Bref, on avait fait justement... On était sur un banc de parc juste en avant. On a fait l'expérimentation avec un micro, puis finalement, c'était un mauvais plan. Fait que j'ai abandonné cette plan. Maintenant, j'ai revenu avec mon setup standard. On va aborder le NorthSec est un élément intéressant parce que c'est un élément phare au niveau de la communauté et très très puissant, du moins au niveau de Montréal, mais au Québec en général aussi, là, qui est très intéressant. Et ça ramène aussi un paquet de nostalgie sur la création du Hackfest, notamment les implications, tous ces éléments-là. Puis je trouve ça intéressant, puis c'est toi qui a amené l'idée de parler de ces moments-là qui ont forgé ta carrière et ton implication. Et également aussi là, pour avoir fondé le Hackfest en 2009 notamment, qui était un véhicule très qui est encore un très bon véhicule maintenant d'ailleurs. Et de voir comment le NorthSec lui-même aussi, dans ces années-là, est apparu sous d'autres vocables avant et tranquillement devenir ce que le NorthSec est rendu maintenant. Fait que je vais te laisser commencer à plonger dans la nostalgie. Nostalgie. C'est ça. Ça va peut-être intéresser surtout les vieux de la vieille. Les plus nouveaux dans le domaine vont peut-être pas comprendre, mais en même temps, ça donne une perspective de ce que c'était avant. Puis c'était cool, c'est ça. On parlait avec Laurent tantôt. Ils sont tellement rendus loin. Tout est automatisé avec du CI/CD. Puis la grosse affaire, c'est très moderne d'utiliser les technos d'aujourd'hui. Dans mon temps, c'était complètement différent. On était sur des serveurs physiques qui étaient hébergés chez moi, qu'il fallait transporter à l'hôtel. En fait, le NorthSec a déjà été dans cette... ils ont déjà transporté des serveurs aussi, mais on commence en 2010. Le Hackfest, tel qu'on le connaît, fondé avec les anciens fondateurs, dont toi, ça a commencé en 2009. Je précise parce qu'il y a eu comme des éditions Sentinelle, Université Laval, plusieurs années avant. Mais moi, j'ai commencé en 2010. J'étais à l'université. À ma deuxième année d'université, je me cherche un peu, je trouve un club de hacking en développement. Je me dis, on va s'impliquer un peu. Puis là, Hackfest, c'était pas loin, on s'est rencontrés. Puis là, il faudrait faire un CTF attaque-défense. C'est pas très c'est pas fréquent, genre, typiquement, c'est ce qu'on peut appeler c'est un Jeopardy, ou en tout cas une matrice là, de challenge, là, toute structurée par type là, de l'exploit dev, du web, de l'infra, différentes catégories. Et là, on se dit, mais non, ça marche pas ce mode-là. Un attaque-défense, c'est complètement différent. Ça veut dire que chaque participant peut attaquer l'autre, mais ils peuvent défendre. Puis là, qu'est-ce qu'on leur permet de défendre? Parce que c'est facile de défendre une application. Je peux te la shutdown, mon gars, tire le courant, ou on met un firewall qui bloque toutes les ports, puis il n'y a plus rien qui marche. Fait qu'il y a comme une complexité à aller chercher. Puis, on veut-tu vraiment que toutes les infos soient pareilles? Mais là, aujourd'hui, la réponse serait oui pour l'équité, mais à l'époque, on se disait que ce serait intéressant de balancer deux infras différentes. En tout cas, ça a été beaucoup de casse-tête sur des vieux serveurs Proxmox. En fait, c'était VMware au début. Là. Mon Dieu, ça existe encore, cette compagnie-là. Mettons que ça existe encore un peu, mais ça, tu me rappelles les choses parce que j'ai été partie des personnes qui ont initier cette réflexion-là sur cette forme de tac-là, mais sans moi-même m'impliquer dans le design après, mais juste lancer l'idée, puis je fais souvent au courant. C'est vrai. Ah oui. Puis moi, j'ai été assez con pour accepter le défi. Fait que, non, mais c'est ça. Tu sais, 2010, on cherche des défis, on veut se démarquer. D'ailleurs, parenthèse, pour tous ceux qui veulent commencer dans le domaine, souvent, ça prend un peu d'expérience de base, juste pour montrer qu'on a de l'intérêt, parce que je pense, de ce que j'entends, c'est encore difficile de commencer. C'est peut-être un peu plus facile qu'avant. Il y a de la formation, puis il y a toutes les plateformes de CTF en ligne où ce que tu peux apprendre. Mais moi, ça, juste pour la parenthèse, ça a été vraiment
utile. Là. Ça a garni mon CV d'expérience pertinente de m'impliquer dans un événement comme ça. Puis on m'a plus facilement donné ma chance. Fait que j'invite vraiment tout le monde à s'impliquer, là, sérieusement. Oui, puis en plus, son implication, c'était vraiment, tu étais le responsable des CTF à partir de 2010. Fait que tu avais quand même un rôle de coordination qui est beaucoup plus important que juste faire des challenges. On prend, disons, parce que tu mentionnais justement, on parlait avec Laurent, mais maintenant, les challenge designers font que leurs challenges. On n'est plus dans le même univers que ce que tu mentionnais à l'époque où c'était Jack of all trades. Là, tu fais tout, incluant les serveurs. Exact. C'est très vrai ce que tu dis. Ça a contribué beaucoup à d'expérience en leadership, si on peut le dire comme ça. Tu drives des bénévoles, ils sont pas payés. Là, fait que tu les payes à grands coups de tape dans le dos puis de visibilité. Puis eux aussi cherchent la même chose que toi, justement, faire quelque chose de leurs mains puis se démarquer un peu. Fait que ça m'a servi toute ma vie, cette expérience de gestion / leadership. Là. C'était vraiment cool. Mais c'est intéressant parce que tu l'apprends vraiment sur le côté leadership et non sur le côté technique. Et pour bien des gens, c'est ça aussi qu'ils viennent chercher dans ce genre de contribution-là, d'être capable de toucher, puis ensuite d'exprimer, puis les employeurs le reconnaissent jusqu'à un certain point que quand on code un challenge, ben, il y a un effort réel de coder, de le designer, de faire cet élément-là. Donc, ça a une valeur. Et il y a quand même une grande ouverture de la part des organisations. Là, le Nortec, on le voit, là, c'est visible. J'imagine que pour le Hackfest aussi, je suis un peu moins proche d'eux autres, fait que j'ai moins de visibilité sur comment ils acceptent la contribution dans les challenges techniques. Mais j'ai l'impression que c'est aussi très ouvert si on est capable de contribuer, de justement donner du temps puis de designer ça, parce que c'est ça qui fait aussi la qualité de l'événement et le CTF. 100%. En effet. Moi, j'ai eu la chance de goûter, de m'impliquer dans les deux comme challenge designer. Ma carrière, entre guillemets, du Hackfest, c'est de 2010 à, je dirais, au niveau des challenges, 2017. Le dernier challenge étant avec Lee, on a fait un board électronique. Mais puis 2018, j'ai été dans le Nortec. Écoute, ici, là, c'est une armée de brutes, là. On a Stéphane Graber, c'est un demi-dieu, là. C'est un génie qui justement, il rend ça facile pour les autres. Les gens peuvent se... C'est pas juste une personne, là, c'est le fruit d'énormément de personnes, mais il y a des rôles clés dans cette équipe-là qui fait que quand tu montes un challenge, nous, on a fait une track Windows quand même grosse, de 23 plaques, si ma mémoire est bonne, 4 serveurs, il fallait dupliquer ça pour 75 équipes. Ben, j'ai pas eu à faire ça. Je me suis concentré sur la track. Je l'ai faite une fois clean, je l'ai tout testé clean. Mais après, j'ai donné mes ISO, mes VM, puis ils l'ont déployé, ils se sont occupés de tout ça. Ça enlève un poids énorme. Puis les challenge designers peuvent se concentrer seulement à faire le challenge. T'sais. Puis je suis pas en train de dire que les autres le font pas. Je pense que, en fait, de mémoire, avec les discussions que j'ai eues avec mon bon ami Franck, c'est sensiblement la même chose aujourd'hui. Grosse plateforme, déploiement automatisé, du Ansible, des choses comme ça. C'est complètement capoté. Là. C'est quoi je pourrais bien rajouter là-dessus? Track Windows. D'ailleurs, j'en entends encore parler. Laurent, tantôt, me citait. C'était cool, le Track Windows. En effet, des fois, on parlait de ça avec Stéphane aussi ce matin. Stéphane Sigman. On pense qu'on est dans les premiers à l'avoir fait, une Track Windows. Parce que même moi, je résistais c'est lui qui poussait ce concept-là. Hey, il faudrait faire une track entreprise réaliste, que les gens se retrouveraient. Puis nous, on était là, ben non, c'est Linux, c'est bien plus cool. Puis des challenges, tout compartimentés. Puis on n'aura jamais assez de mémoire vive pour héberger tout ça. Puis on a cassé la glace, on l'a essayé, puis ça a été un succès. Oui, tout à fait. Puis c'est plus moi parce que j'en ai fait des CTF avant ces choses-là. Puis c'était un des critiques que j'avais, parce que moi je viens du monde des entreprises, c'est que c'est toutes des challenges synthétiques. Donc c'est toutes des choses et dans lesquelles les gens ceux qui participent sont spécialisés dans des challenges synthétiques.
Et quand tu arrives dans l'entreprise, puis là, c'est là où les habilités qui sont différentes entre attaquer de façon une infrastructure synthétique ou attaquer une entreprise. Puis les vraies habilités du Red Team maintenant, ben, c'est d'attaquer un réseau d'entreprise. C'est pas d'attaquer un élément synthétique dans un environnement qui a été créé par quelqu'un. Donc, justement, cette simulation-là, c'était très intéressant. Puis j'ai trouvé ça, c'est vraiment très cher d'avoir le guts d'avoir fait ça, d'avoir fait un vrai challenge entreprise, au sens où les attaquants, puis le temps l'a démontré, les attaquants maintenant font ça aussi, puis sont rendus depuis plusieurs années déjà dans un modèle d'attaque comme ça. Donc, ça force les skills des participants à aller vers là. Et donc, tout l'intérêt de participer aussi, là, tu dis contribuer, mais participer aussi est très, très important en termes d'habilité qu'on vient d'y chercher. Là. 100%. Non, une track Windows, aujourd'hui, là, si on fait des tests d'intrusion interne ou ce qu'on pourrait appeler aussi des audits Active Directory, là, c'est exactement les mêmes choses qu'on retrouvait dans ces challenges-là. Différents paramètres, des mots de passe faibles, des shares ouverts, des clés de registre mal configurées, des GPO avec des mots de passe dedans, des whatever. Tout ce qui est un peu pourri, qui est d'ailleurs beaucoup moins fréquent aujourd'hui, là, on va se le dire. Là. La sécurité a vraiment augmenté. La sécurité par défaut là, et pas ce qu'elle était avant. Là. Il reste des trous en masse, mais c'est pas la même game. Puis qu'est-ce que je pourrais bien racheter là-dessus? Je sais pas, man. Il y a beaucoup de choses dans la nostalgie aussi. Tu sais, je dis, tous ces éléments-là, de toute cette communauté-là qui s'est créée autour de ça aussi, puis tous ces contacts-là que tu crées. Puis aussi, ça a de la valeur d'implication dans la communauté parce que on se connaît tous. On n'est peut-être pas tous des amis ensemble, mais au moins, on se connaît, puis on est capable d'interagir avec un peu tout le monde. Quand on parlait de soit rentrer sur le marché du travail ou soit de se trouver un emploi pour les gens qui perdent leur emploi. C'est malheureux, mais ça arrive. Comme ces temps-ci, c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi parce qu'on est en restriction budgétaire à bien des places. Mais d'avoir cette communauté-là nous permet soit d'entrer dans le milieu, justement pour aider les gens à se positionner pour ceux qui ne sont pas là, ou se rebondir sur quelque chose d'autre qui nous permet justement de retrouver un emploi si une situation malheureuse se passe où on perd notre emploi, là, on n'est pas immunisé contre ça, là, malheureusement. Là. Il y a des gens qui pensent qu'on était, là, mais on ne l'est pas. On n'est tellement pas immunisé, ça s'accentue un peu avec l'arrivée de l'AI, là, qui, je ne sais pas si en informatique, ça a commencé à couper des jobs un petit peu, mais je sais que au niveau du design, puis en tout cas, là où le LLM est tellement fort, ça commence. Fait que oui, c'est pas évident à commencer en sécurité, puis en plus, il y a tellement de choses qui s'automatisent en sécurité. C'est rendu même dans les outils de défense, là, des sentinelles, des choses comme ça. Tu as de l'assistance AI pour chercher dans tes logs, c'est capoté. Là. Fait que ça, c'est bon aussi, mais en ce moment, je pense que pour le Red Team et le Pentest, c'est surtout un assistant. Là, je serais vraiment surpris que l'AI remplace des postes de pentester. Ça prend quand même des gens pour leur dire quoi faire là, à ces agents et ces trucs-là. Là. Ben, c'est un accélérateur, en tout cas, de mon point de vue, parce que comment moi, ça l'affecte mon travail. Ça augmente mes capacités. C'est comme si j'avais une armée avec moi. Là. C'est un one-man army. Là. C'est genre, j'augmente cette capacité-là. Mais le réel, je suis toujours là quand même. Là. L'armée ne peut pas s'exécuter, ne peut pas, un peu comme tu le mentionnes, ne peut pas exister sans moi. C'est comme moi qui donne l'amplitude à ce que le AI fait, et tout seul, ça vaut rien. Là. Ça n'a pas de directionnalité, si on veut, en termes de c'est ça, choses. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de direction. T'sais. En tout cas, ça prend quand même des gens pour regarder, valider les faux positifs, puis s'assurer qu'ils travaillent sur la bonne chose. Pour revenir peut-être au mode nostalgique, encore en fin de semaine, pendant NorthSec, il y a quelqu'un qui me parlait de les maquettes qu'on a faites. C'était quand même capoté, ça. L'objectif, c'était de faire quelque chose de visuel pour les participants, mais aussi les non-participants. Puis avoir un crowd, puis des gens qui peuvent voir c'est quoi du hacking un peu plus. Puis, je sais pas si tu t'en souviens, en 2013, on avait fait une maquette avec un barrage d'hydroélectrique, des trucs comme ça. Ça avait fait parler, puis j'en entends encore parler. Ça fait vraiment plaisir à voir
que ça a marqué les gens. Puis que, en tout cas, Oui, mais c'est pour le marché du Québec, c'était quand même très novateur. Ces idées-là, ça s'était jamais vu vraiment. Puis c'est effectivement, comme tu dis, ça marque les esprits. Puis c'était comme pionnier en quelque sorte d'avoir mis en œuvre tous ces éléments-là avant même que le IoT ou le OT soit qu'on en parle comme maintenant au niveau industriel. Vous aviez déjà des challenges qui étaient dans cette direction-là à une époque où c'était même pas encore la mode d'avoir ça. Plus la maquette qui donne tout le visuel et le poids qui appuie ça. Là. Ça, c'est fantastique. Même la dernière année où moi j'étais dans la classe en 2011, vous aviez déjà quand même quelque chose d'assez sharp qui avait déjà été une maquette aussi à ce moment-là. Pas tout à fait dans le même style que tu parles en 2013, mais quand même. On faisait des schémas réseau à chaque année, un peu pour montrer l'énormité du travail. C'est pas juste 2-3 VM puis des réseaux de users. Là. C'est quand même, il fallait penser à plein de choses. Puis ça permettait de revenir sur le CTF le lendemain si on l'affichait sur un mur là, en géant. Là, puis là, ben, les gens pouvaient voir un peu c'était quoi qu'il y avait dans le CTF. Puis on a fait ça à chaque année. Je les ai tous gardés d'ailleurs, les rouleaux de. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça fait peut-être du bon feu, je sais pas. Oui, ben c'est ça, mais c'est un peu une espèce de nostalgie, mais oui, c'est effectivement. Puis c'est aussi tout le volet, puis c'est pour ça peut-être que la nostalgie est aussi prenante que ça. C'est toute cette espèce de contribution-là, puis de ces moments-là aussi, qui se passe là-dedans, toute cette implication-là, ces soirées-là, ces discussions, des espèces de créer des défis, créer des problèmes, puis résoudre aussi les problèmes, puis tout ça, puis de faire des choses. On prend ce que Laurent disait, de faire des challenges qu'on est capable de résoudre, puis qui ne cassent pas. Et déjà un défi très, très important, s'assurer qu'on est à la bonne place. Là. Ah oui. En parlant avec Laurent, il rappelait aussi des éditions très spéciales que j'ai pas revues ailleurs après, mais en même temps, c'est très difficile à mettre en place. C'est un gros attack defense où ce que le CTF entièrement, c'était 2 équipes, donc A versus B. On a fait ça 2 fois. Première édition, il y avait 12 personnes versus 12 personnes, puis l'autre, c'était un 20 contre 20. Puis on voulait pimenter le truc, puis parler d'un peu insider knowledge, espionnage industriel. Fait que là, on a mis des taupes. Mais tu sais, imaginez le scénario. Tu t'inscris avec ton équipe, tu es très compétitif, puis là, nous, on choisit que 2 personnes vont être des taupes. Fait que tu sais, tu gagnes si l'autre équipe gagne. Puis ça a fait un peu de drama d'ailleurs, que Laurent a raconté avec beaucoup d'humour tantôt. C'était très drôle. Mais lui, c'est parce qu'il a été la taupe. Puis non seulement ça, la taupe de l'autre équipe a parlé à lui pour dire « Hey, je suis une taupe ». Fait que là, lui, il était golden. Il savait exactement que c'est qui était la taupe de l'autre bord. Fait que là, il pouvait manipuler tout le monde. Bref, ils ont gagné. Puis c'était assez mémorable. Mais c'était difficile à mettre en place. On peut difficilement remettre ça aujourd'hui. Tu sais, tu t'inscris aujourd'hui, c'est 80 équipes, là. C'est 75. En tout cas, c'est énormément d'équipes, là, Nortec. De 8, pas commencer à mettre des taupes puis faire chier tout le monde. Là. Mais ça, j'avais trouvé ça fascinant puis intéressant, mais difficile à remettre en place. Ben, c'est dans un setup qui est très particulier parce que c'est pas que la grosseur du CTF, du Nortec l'empêcherait en tant que tel. C'est juste parce que c'est vraiment un setup particulier qui a permis ça, qui pourrait être remis en chose, mais dans un contexte qui est unitaire au sens où c'est pas parce que le Nortec c'est que le Hackfest, c'est la même chose, au sens où c'est toutes des tracks puis toutes des challenges qui sont un peu indépendants d'un des autres, contrairement à des scénarios massifs comme vous avez fait ce côté-là, même si le Nortec a quand même un scénario, une ligne porteuse quand même, ouais. Mais la thématique ne lie pas tous les challenges entre eux autres comme pouvait lier dans un cas qui est très particulier comme dans ce que vous avez fait. Puis ça vaudrait la peine de remettre ça encore parce que j'ai l'impression qu'il y aurait un appétit pour ce genre de challenge-là, justement, qui est tout à fait là, hors norme et qui nous amène ailleurs, qui n'est pas une chose. Puis on parlait je parlais de scénarios synthétiques. Puis l'imitation des scénarios synthétiques, mais ça, c'est un cas où c'est un jeu qui n'est pas synthétique au sens où là, tu mets des humains, tu mets des vraies affaires. Ah ouais. Bon, là, pour Laurent, il a été chanceux, son vis-à-vis de l'autre côté, il était un peu pas éveillé sur ce genre de choses-là, ce qui l'a aidé. Puis c'était source de drama de ce qu'il nous disait, là, le drame qu'il y a eu autour de ça. Mais il reste que ça fait partie de
de ce que c'est. Là. Puis c'est ça aussi. C'est puis c'est un peu. Bref, le drame aussi est un peu représentatif de comment on est comme collectif. Là. On est un peu dans ce genre de choses-là. Mais bon, bref, c'est très amusant. Puis c'est très riche comme expérience que vous avez faite là. Ce que vous avez mis en œuvre à ce moment-là. Ouais, on a pris des risques. Puis quand si on prend pas de risques, ben on peut pas vraiment développer puis comment dire, innover. Fait que l'innovation vient avec des risques, puis il fallait l'essayer, puis je suis content de l'avoir essayé. Oui, puis en parlant de risques, parce qu'on a eu d'autres discussions un peu en lien avec des risques, mais pas tout à fait comme ceux-là. Puis effectivement, on est dans un contexte où, puis j'en parlais sur le panel hier soir, on a de la misère comme professionnel à prendre des risques en cyber. Je l'ai parlé sur le panel au Secure. J'en ai reparlé un peu hier soir en terminant le panel aussi, dans lequel on a de la difficulté, on a peur. On a peur de prendre des risques parce qu'on a peur de ce que les autres, la communauté vont penser de nous. Puis on est très, très encore là-dessus. C'était pour moi la vieille époque. Puis là, quand tu parles des affaires du Hackfest et du NorthSec, c'était la vieille époque où on était très dur entre nous. Puis là, le drame devenait monumental. Puis ça devenait des histoires qui étaient banales. Là. Puis tu parlais aussi de dénouer un peu comme gestionnaire, tu apprends à dénouer. Ben c'est ça. Puis là, on a comme appris comme collectif d'être moins là-dedans. Mais on est encore il y a encore un petit peu des petits relents d'émotions qui ont là. Mais dans les faits, on ne devrait pas se limiter à prendre des risques. Mm-hmm. On ne parle pas de nuire à quelqu'un, mais de prendre un risque professionnel, de dire quelque chose qu'on n'est pas tout à fait sûr ou de prendre un risque comme vous avez fait pour ce genre de challenge-là parce que au mieux, ça va amener les choses plus loin. Au pire, ben, ça va juste rien faire. Exactement. Ben, ça se gère, hein. Ça se mitige des risques aussi. Là, il y a une différence entre comment dire, prendre plein de risques sans les avoir calculés. Là, ça, c'est pas bon parce que quand on monte un événement, on veut faire un très bon événement pour pas dire le meilleur. Puis on veut que les gens trippent. Fait que là, la peur du risque, c'est justement la peur de ne pas faire le meilleur événement possible. Mais comment veux-tu faire le meilleur événement si tu n'essayes pas des nouvelles choses à chaque année? T'sais? Puis, je veux dire, c'est littéralement tous les événements vivent ça. Il y a tout le temps quelque chose qui est plus croche, moins élégant, mais au moins ils ont essayé quelque chose, puis c'est tout. Là. Mais c'est inévitable de faire ça. Puis j'ai l'exemple parce que c'est que cette année, on a eu une ratée quand même assez importante et assez visible d'ailleurs. OK. C'est un de nos bénévoles qui n'a pas réussi à bien livrer ce qu'il avait à livrer. Pas que c'est de sa faute, mais on a rencontré des problèmes opérationnels sur le site. Et puis c'est là aussi vient jouer mon rôle de vieux loup qu'on a connu d'autres, ben, c'est de réussir à mettre en place la zone le safe space, qu'on pourrait dire, qui permet à cette personne-là, ce bénévole-là, de désamorcer son stress et de pouvoir trouver une solution au problème dans lequel il était. Et ce qu'il a réussi à faire aussi, puis ça a très bien marché, puis cet espace-là était présent. Puis je fais énormément ça, du moins dans le contexte de bénévolat que j'ai. Au travail aussi, mais c'est plus évident au bénévolat parce que les gens sont plus prêts à prendre des risques qu'au travail, et de laisser l'espace à ça. Et dans la mesure où la personne est capable de pivoter, de se remettre sur pied puis repartir, moi, j'ai pas de problème qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu ça. Et je laisse l'espace à l'expérimentation parce qu'il y a nécessairement des choses qui vont rater. Quand on expérimente, il y a nécessairement quelque chose qui va pas tourner comme on avait anticipé à ce moment-là. Donc, je trouve ça très important. Puis je l'ai verbalisé au panel au Secure justement parce que je trouvais ça important qu'on communique ça, qu'on laisse l'espace à ça, parce que sinon, on va stagner comme communauté. Puis on va favoriser une forme d'élitisme avec des rockstars. Puis une chose je pense qu'on ne veut pas, parce que d'un côté, on dit qu'on veut que les gens rentrent, mais si on n'est pas capable de permettre aux gens qui rentrent de faire des erreurs, ben, on n'est comme pas à la bonne place, parce qu'on en a tous fait. À une époque, des erreurs, j'ai beaucoup d'erreurs. J'en avais parlé à un moment donné dans un autre podcast. Je pense que le podcast de Cybercitoyen m'avait invité, puis il parlait de ce genre de choses-là, puis il dit ouais, mais tu as comme forme d'humilité, des choses comme ça. Non, mais ça, c'est pas naturel. Ça, c'est les blessures de guerre. Là, puis j'ai encore les blessures de guerre, puis il y en a encore qui font mal maintenant de ces blessures-là, dans lesquelles je ne suis pas encore tout à fait guéri. Mais il demeure que ces blessures-là m'ont été un enseignement important.
Puis j'ai été capable de les prendre puis de faire quelque chose avec. Fait que je veux donner au sens inverse. Puis il y a des gens qui vont laisser aussi faire des erreurs, là, heureusement, là, sinon Il faut. ça aurait été moins drôle. Puis de retourner un peu cet élément-là, de laisser cette chance-là aux autres de faire des erreurs, puis de les accompagner, puis de les aider à pivoter s'ils ne sont pas capables de pivoter, parce que ça arrive aussi. Je sais, comme gestionnaire, tu t'en parlais un peu, il y a des gens qui ont de la difficulté à pivoter, fait que tu leur donnes un petit coup de main pour les aider à relever. Puis ça fait aussi, je pense, de partir un peu plus pour boucler sur la nostalgie. Des choses que tu as appris, notamment en gérant l'équipe des bénévoles pour les CTF. Ah, tellement. Ben, j'ai pas d'exemple concret pour appuyer ce que tu dis, mais je suis tellement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'allais plutôt parler, au début, à l'ouverture, ici, au Nord-Sec, Olivier en a fait mention, je sais pas si tu étais présent, une petite mention justement sur le perfectionniste puis l'élitiste. Lui, il mettait la barre très haute, il poussait son monde très fort. Puis là, ben, je sais pas trop si ça a l'air d'avoir un peu dérangé, disons-le comme ça. Puis il a comme ouvertement dit bon, OK, peut-être que c'était too much. C'est une gang de bénévoles, ils sont même pas payés. Genre, je vais arrêter de les pousser vers la perfection. Là. Je trouve ça beau, une belle forme d'humilité de partager ça parce qu'en effet, oui, on veut tout réussir, on veut tout faire le meilleur événement. Puis en plus, lui, ben, c'est sa dernière année comme président. Fait que peut-être qu'il voulait finir ça en beauté, c'est normal. Mais à un moment donné, on est tous des humains, puis faut pas trop pousser.